Bonsoir messieurs, dames. Écoutez, ravi de vous retrouver. Donc je suis encore une fois ce soir avec Patrick. Bonsoir Charles. Ça va Patrick? Ouais, ça va super bien. Super. Donc pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, on reprend un petit peu le live Instagram sur une petite sélection que je me suis permis de faire sur quelques vins de cette belle foire au vin qui est chez Match. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je refais une rapide présentation. Pour le coup, je suis Charles, donc de mon petit caviste. Caviste, c'est quoi? Ce sont des cours de dégustation et d'initiation à l'œnologie sur la métropole lilloise, sur Paris, sur Londres et sur la Belgique également. Et voilà, donc je suis avec Patrick. Écoute Patrick, je te laisse te représenter encore une fois. Oui, donc je travaille chez Supermarché Match et je m'occupe des achats, donc avec mon équipe d'acheteurs. Et donc j'ai le plaisir de présenter avec Charles une sélection de vins de notre foire au vin qui démarre demain dans tous nos magasins. Voilà, quelques petites pépites que Charles a dénichées dans notre catalogue. Et oui, vous allez voir des trucs très sympas. Alors on a déjà vu la semaine dernière, on a fait les blancs et les rosés. Et là, on va partir du coup sur les rouges. On a 3 rouges très sympas, 3 styles différents à vous présenter. On y va? Allez, on y va. parti. Alors on commence par le premier. Premier vin rouge ici, on est sur un fleuri. Alors, fleuri, est-ce que vous savez d'où ça vient? Souvent, c'est un petit peu trompeur. La plupart des gens me disent en fleuri, oh, c'est un Bourgogne. Et non, fleuri, c'est un Beaujolais. Alors, Beaujolais, ce qui est intéressant, c'est que souvent, la région est un peu décriée, Beaujolais, parce qu'on nous dit, oh, le Beaujolais, c'est dégueulasse, c'est pas des bons vins, tout ça. Alors, attention à ne pas confondre Beaujolais et Beaujolais nouveau. Ça n'a rien à voir. Un Beaujolais nouveau n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que du coup, c'est un vin qui n'est pas terminé. Hein, Voilà. Patrick? C'est un vin très jeune dont la fermentation a été faite rapidement C'est ça. de façon à avoir ce style primeur. Donc ce vin très très jeune à boire entre copains avec des charcuteries. Alors que le Beaujolais peut aussi être un vin entre guillemets vieux, donc le contraire des vins nouveaux. Un vin qui a passé beaucoup plus de temps en élevage et en fermentation. Et puis dans le Beaujolais, il y a aussi les crus du Beaujolais. Et oui, on n'en parle pas souvent, les crus du Beaujolais. Je suis sûr que vous connaissez les classiques Moulin à vent, des Julienas, des Fleuris comme celui-là. Des Morgons. Des Morgons aussi. Donc ça, c'est des crus du Beaujolais. Donc encore une fois, rien à voir avec le Beaujolais nouveau. D'accord? Donc sortez-vous ça de la tête. Beaujolais nouveau, ça va un peu acide. C'est un vin qui n'est pas terminé, qui est un peu pour le folklore et qui est sympa pour prendre un peu la température. Mais ça n'a rien à voir avec des vrais vins qui sont vraiment terminés et aboutis. D'accord? Bon, on y va. On va parler un petit peu de ce fleuri. Alors, est-ce que tu veux nous parler un peu du domaine d'abord et puis après on le goûte? Oui, tout à fait. Donc on est au domaine de Borgard, chez Frédéric Burier, donc maison Joseph Désert. Il y a peut-être certains de nos plus fidèles clients qui le connaissent, puisque Joseph Désert, on travaille avec depuis 2004 et on a commencé donc il y a 16 ans avec le Pouilly-Fuissé. Son Pouilly-Fuissé du domaine de Borgard. C'est donc un partenaire de longue date. Après, on a développé son Saint-Véran, on a développé son Mâcon Village. Aujourd'hui, on travaille une belle gamme. Il travaille sur la qualité et il fait très très attention au terroir. Donc, le terroir, les crus du Beaujolais, justement ils existent parce qu'il y a un terroir qui est différent sur chaque cru, et notamment celui-ci, donc Poncier, c'est un des lieux dits historiques de l'appellation fleurie. D'ailleurs, il est dans la famille Désert Burier depuis 1872, donc c'est vraiment un des meilleurs terroirs. C'est pentu, c'est granitique. Et donc là-bas… Si je peux faire une petite aparté sur le terroir, juste pour y revenir un petit peu. Quand on parle beaucoup de terroir, donc qui est vraiment un mot français, mais qu'on peut utiliser aussi d'ailleurs en anglais, les Anglais connaissent bien ce mot, terroir. Parce que le terroir rassemble donc différents éléments. J'en ai déjà parlé un peu la dernière fois, mais je reviens juste rapidement dessus, encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Et pour un petit rappel, une petite piqûre de rappel pour ceux qui étaient pas super attentifs. J'espère que vous l'êtes. Alors, les 4 choses du terroir qui sont importantes, c'est forcément le climat. Encore une fois, il y a beaucoup de climats en France, méditerranéen, océanique, continental, même montagnard, enfin voilà. Donc le climat, c'est important, parce que la vigne, c'est une plante et donc elle réagit forcément au climat, d'accord?
Deuxième chose, le sol. Donc ça aussi c'est important, le sol, parce qu'il y a différents types de sols, calcaire, argilo-calcaire, schiste, craie, galets roulés, etc. Et donc tout ça, pareil, c'est important parce que la vigne va descendre très profondément dans le sol. Encore une fois, on l'a dit la semaine dernière, et donc va choper un peu tous les nutriments du sol et les rejaillir dans le vin. D'accord? Donc ça aussi, c'est le deuxième élément. Le troisième, c'est le cépage. Donc le cépage, c'est quoi? C'est le type de raisin. Au même titre qu'il y a des Pink Lady ou des Granny dans les pommes, c'est à peu près la même chose dans les raisins. Donc il y a différents types de raisins qui vont s'épanouir un peu mieux sur différents sols, différents climats. Voilà. Encore une fois, c'est une association de tout ça. Et la dernière chose, c'est la façon de faire le vin. Donc la quatrième chose, la façon de faire le vin. Est-ce qu'il y a un élevage en barrique ou pas? Est-ce que les coteaux sont un peu plus penchés que d'autres? Enfin voilà, différentes combinaisons. Mais le terroir, c'est une combinaison de tout ça. Donc quand on parle de terroir, c'est ça, c'est que voilà, la personne va bien travailler son terroir, va bien travailler avec tous les éléments qui entourent la vigne. Et c'est vraiment ça qui fait la spécificité de l'appellation. Donc c'est toujours noté sur la bouteille, appellation d'origine, en l'occurrence la fleurie, protégée, pardon, maintenant c'est protégé, appellation d'origine protégée, une AOP, tout ça est regroupé dans des cahiers des charges et c'est ce qui fait la spécificité d'un fleuri par rapport à son voisin Morgon par exemple. En gros c'est ça, c'est-à-dire qu'on dit qu'à Fleury, dans l'AOP, donc que ça soit Fleury, que ça soit Saint-Émilion, que ça soit autre chose, tout ça c'est des appellations, c'est vraiment le cahier des charges, on dit qu'on fait le vin à Fleury comme ça, avec ce cépage-là, avec cet temps d'élevage, avec voilà, différentes petites cahiers des charges, normes qu'il faut respecter pour avoir cette appellation. Sinon, vous sortez de l'appellation et vous êtes parti en vin de France. On en reparlera peut-être plus tard. Alors, on va se goûter ce petit fleuri. Allez. Finalement. Hop, j'ai oublié de mettre mon petit stop-goutte. Je le prends. Plutôt pratique, ça, les stop-gouttes. Ça évite de faire des petites gouttes sur un nappe. Allez, allons-y. Hop. Alors, vous allez voir pourquoi j'ai sélectionné. Parce que je trouve que c'est sympa de mettre à l'honneur un Beaujolais, une région qui, encore une fois, parfois est un peu décriée. Et c'est un peu dommage parce que vraiment, il y a des belles choses. Ils ont fait beaucoup de progrès. Ils ont fait vraiment beaucoup de progrès et je trouve que c'est des choses très sympas. Déjà, la couleur est très très claire. Enfin, très très claire. On va dire qu'elle est middle, mais elle reste assez claire quand même. Au niveau du nez, on sent déjà très très bon. Alors, petit rappel, pourquoi on fait ça à chaque fois, sans en mettre partout forcément. Mais pourquoi on fait ça? C'est juste pour vraiment aérer le vin et en fait essayer de l'oxygéner pour que les saveurs du vin se réveillent, surtout avec les vins jeunes. D'accord? Et des verres assez hauts pour qu'il y ait un bouchon d'alcool qui se fasse en haut du verre. C'est ça. Et que l'alcool transporte les arômes. Allez. J'ai presque pas envie de le recracher quand même. Eh oui. C'est très sympa. Alors, Beaujolais, le cépage du Beaujolais est assez facile parce qu'on n'a quasiment qu'un seul qui est le prédominant, c'est le gamay. Voilà. Donc du gamay, c'est un petit côté bien fruité, assez structuré, avec un petit peu de tanin aussi, mais pas trop puissant non plus. Ici, c'est un Beaujolais. Et Fleury est une appellation qui donne des vins assez charmeurs. Oui. Qui donne des vins assez souples. Morgon, Moulin à Vent vont déjà être plus corpulents, plus massifs. Fleury, on est plus sur des vins dans la souplesse et le fruité. On a une petite matière tannique qui vient du sol, parce qu'on est sur des coteaux pentus granitiques. Donc ça, forcément, le gamay va donner un petit peu de structure. Et puis, Frédéric Buriel a passé un peu en barrique. 50% du vin est passé en barrique. D'accord. Bon, c'est pas des barriques bordelaises et c'est pas du bois neuf, donc et surtout pas avec le gamay. Donc c'est des barriques déjà de plusieurs vins. Le but est juste d'amener une petite complexité aux fruits. Donc aujourd'hui, on a cette légère petite note de vanille, vraiment barrique, très légère. La barrique, voilà, va apporter une petite note de barrique, de vanille, pardon, sur le vin. Alors c'est assez intéressant, mais c'est vrai que c'est une association qui est assez intéressante parce que quand on met du vin dans une barrique, il va apporter un petit côté vanillé et surtout va arrondir aussi un peu les tanins. Et puis il y aura un petit côté un peu boisé aussi qui est sympa à retrouver. Il y a eu quelques années, l'époque Parker, un journaliste américain, et tout le monde suivait son style et utilisait à outrance le bois. Aujourd'hui, c'est terminé. Non. Il n'y a quasiment plus aucun producteur qui met beaucoup de bois. C'est la place aux fruits et la place au terroir. Le bois est juste là, comme tu le disais, pour amener un peu de charpente, un peu de soutien et de complexité. Alors moi, ce que j'aime bien,
personnellement dans ce vin, et c'est ce qui m'a séduit, c'est que je l'ai pris en fait en apéro avec des copains. J'avoue, honnêtement, je l'ai pris en apéro avec des copains, je l'ai goûté et c'était très très sympa. Et c'est vraiment pour moi un vin de copains en apéritif qu'on peut prendre même légèrement frais. Alors justement, la petite aparté que j'aime bien faire là-dessus, c'est à quelle température servir un vin. Alors souvent on parle de servir un vin chambré. Chambré, c'est une expression pour le coup du Moyen-Âge qui vient du Moyen-Âge. Pourquoi? Parce qu'au Moyen-Âge, on ne conservait pas les vins dans la pièce commune où on chauffait justement, là on recevait les gens, on les conservait plutôt dans la chambre. Et donc le vin, la bière, etc. étaient dans une température entre 14 et 16 degrés. Et c'est ça la température, servir un vin chambré, parce qu'il venait de la chambre, entre 14 et 16 degrés. Et donc c'est tout à fait la température de service, je trouve, que ce vin peut avoir, entre 14 et 16 degrés, parce que du coup il est légèrement frais, et donc il va s'épanouir tout doucement, et plus il va se réchauffer, plus il va s'épanouir, plus il va avoir de saveur. Donc pour en revenir à ça, du coup, je trouve qu'en apéro, il se marie très très bien, avec des petites planches, fromage, charcutes, peut-être des petites rillettes. Les Beaujolais aiment beaucoup la charcuterie. Ah, la charcuterie, c'est pas mal. Ça fait des beaux accords. Qu'est-ce que toi tu verrais en accord là-dessus? On avait noté aussi un foie de veau à la lyonnaise. Ouais. Voilà, ça passe bien. Et puis après, sur des plats mijotés, j'avais noté aussi le goulash, un goulash de veau. Voilà, veau, on n'est pas sur une viande trop forte, une viande délicate et qui se plaira bien sûrement avec ce vin Carrément. assez délicat. Moi, je le trouve vraiment, vraiment très sympa. À combien il est? 9,95 en plus. Hein. Il est à 9,95, oui, en page 16 du grand catalogue du Nord, parce qu'il y a 8 versions de catalogue, mais du grand version. Ah non, moi je l'ai trouvé en tout cas pour le coup très sympa. Et tu l'avais noté aussi avec un filet de cabillaud. Exact. C'était ton accord. Et oui, l'accord un peu audacieux, parce que comme c'est pas un vin hyper non plus puissant, et comme je disais, voilà, c'est très gourmand, très sympa, avec un bon filet de cabillaud qui est bien cuisiné, avec une petite sauce, ça passera très très bien aussi pour ceux qui n'aiment pas forcément le blanc avec du poisson. Tout à fait. Voilà. 3 à 5 ans pour le vieillissement. Ouais. C'est pas un grand vin de garde. Maintenant, la barrique et le terroir vont l'aider à tenir quelques années. C'est vrai. Autre avantage effectivement du bois, ça permet au vin de se garder plus longtemps le bois. Ça aussi est important, hein. Outre le fait vanillé et le côté un peu boisé, ça aide aussi le vin à vraiment bien structurer dans la longueur. Voilà. Nickel. Bon, je pense qu'on a tout dit. On passe sur le prochain. Allez, le suivant. Le Saint-Joseph. Le Saint-Joseph. Alors, Saint-Joseph, ça vient d'où? Je vous laisse 3 minutes pour répondre. Tic-tac, tic-tac. Alors, Saint-Joseph, c'est du Rhône. Hop. Déjà, on voit tout de suite la couleur. Et quelle partie du Rhône? La partie du Nord. Il y a 2 parties. Il y a une partie qui est assez Alors, on parle du étroite. Rhône septentrional au-dessus et méridional, vu que c'est plus près de la Méditerranée. D'accord? Donc là, c'est plutôt vers le haut. Ok. Alors, c'est assez intéressant. Alors, ici, on est sur la cave de thym. La dernière fois, je vous avais fait goûter le. Enfin, je ne l'avais pas fait goûter, mais nous, on l'a goûté. J'espère que vous le goûterez. Mais je vous l'avais. On l'avait expliqué ensemble. Ça vient de la cave de thym aussi. Et je l'ai sélectionné aussi parce que pour moi, pour le coup, là, c'est un très bon rapport qualité-plaisir. Pourquoi? Parce qu'on vous dira le prix après, mais c'est surtout un super Saint-Joseph. Il y a du travail. Si je me rappelle bien, c'est même un 100% Syrah. Tout à fait. Et donc, alors, petit truc pour vous la péter un peu en société, les amis. On dit la Syrah. C'est le seul cépage quasiment féminin. Donc, si vous voulez un petit peu briller un petit peu en société, vous dites « je voudrais une Syrah ». Là, vous allez voir que tout de suite, le serveur « ah bon, une Syrah ?» Voilà. Il va tout de suite reconnaître qu'il y a un connaisseur devant là. Ok? Petit aparté. Donc là, c'est une Syrah, 100% Syrah. Donc le vin est issu d'un seul cépage, la Syrah. D'accord? Est-ce que tu veux nous dire du coup quelques mots? On en a déjà un peu parlé. Ouais. La cave de thym, et puis là, du coup du terroir de Saint-Joseph qui est juste en face finalement du Crozes. Hein. Tout à fait. Donc la cave de thym, c'est aussi un partenaire depuis 2011. On avait commencé notamment avec ses Crozes et un Saint-Joseph aussi d'ailleurs à l'époque. Et puis on a développé notamment les blancs qu'on a goûté la semaine dernière, le Crozes blanc. Depuis une dizaine d'années, sont des gens qui ont développé un label qui s'appelle Vigneron Développement Durable, ce qui à l'échelle d'une coopérative est un investissement important parce qu'il
il faut aller vers chaque adhérent, vigneron, pour les faire évoluer vers le respect de la nature et de la biodiversité. Et donc, on travaille avec eux au travers de… Maintenant, ça s'appelle vigneron engagé. C'est ça, il y a un petit, Voilà, un il petit y a label qui est juste là. un petit label Vous qui est regarderez sur les derrière. bouteilles, vigneron engagé. C'est ce que je regardais. Et on regroupe tous les vins durables. Donc là, je l'ai laissé sur le cross de la semaine dernière. On les regroupe sous un label qui s'appelle les vins durables. Donc c'est une jupe blanche et verte. Comme tout bon VRP, je n'ai pas la jupe avec moi, mais c'est pas grave. Bien sûr. Et je vois aussi oui, que c'est un coup de cœur, l'âme Voilà. du terroir. Est-ce que Alors, tu peux nous expliquer ce que ça signifie? tout à fait. Même moi, je ne savais pas ce que ça signifiait chez Match, l'âme du terroir, mais effectivement, c'est intéressant. on a mis en route ce label aussi il y a 2 ans. Les coups de cœur de l'âme du terroir. L'âme du terroir, donc, sont nos vins, les vins à la marque de l'enseigne. On va dire l'âme du terroir, c'est le navire amiral. Et on a développé une sélection de vins premium avec un niveau d'exigence très élevé en termes de prix-plaisir. Le prix-plaisir, le rapport prix-plaisir le plus élevé qu'on ait pu trouver. Et donc depuis 2 ans, aujourd'hui, on a 55 références sur les coups de cœur de l'âme du terroir. Donc elles ont toutes ce cône qui est apposé. Je vous le montre un petit peu. Voilà, le Cône un petit peu cône orange, vous voyez. orange. Marqué dessus. Il y a 55 références. Ça, c'est une des dernières pépites, nouveautés de cette année. Saint-Joseph. Donc avant, on avait un Saint-Joseph qui était du même prix, quasiment du même prix que celui-ci, mais d'une qualité un peu plus basse. Et on a été chez le producteur, on a travaillé avec eux, on a fait une sélection parcellaire. Donc c'est pour ça que la cuvée s'appelle Sélection des coteaux. On a fait une sélection parcellaire. On a nettement monté le niveau de qualité, on n'a pas touché au prix. Et on fait poser ce cône. Et donc à chaque fois, sur les coups de cœur, on a une exigence qualité qui est vraiment très forte. D'accord. Alors, je voudrais expliquer un peu le mot aussi coteau. Les coteaux, c'est un peu des collines, des petites collines, on va dire, d'accord? Vous voyez, ça monte un petit peu comme ça. De toute façon, si vous avez pris l'autoroute pour aller dans le sud, on voit un petit peu quand on passe, vous voyez, les domaines comme ça en Saint-Joseph, on voit Chapoutier, Jaboulé, enfin bref, on les voit tous comme ça, les grands. Et vous voyez que c'est très en coteaux comme ça, c'est des petites montagnes, entre guillemets. Et c'est important et c'est bien parce que de très bons vins sont faits sur les coteaux. Je vous explique pourquoi, simplement. Si vous avez des vignes qui sont sur un terroir tout plat, les rayons du soleil en fait tapent sur le côté et donc vont venir un peu mûrir une partie de la vigne. Alors que s'il est en coteau, hop comme ça, les rayons du soleil là, pénètrent directement en fait sur la vigne et vont venir vraiment amener à maturité avec une homogénéité parfaite en fait au niveau de la vigne. C'est pour ça que certains coteaux sont vraiment plus prisés que par exemple les vignes qui sont juste sur des terrains plats, quoi. Tout à fait. Donc c'est important et c'est ça un peu les coteaux, d'accord? Pour vous expliquer un peu le truc et c'est pour ça qu'une sélection parcellaire de coteaux, c'est une bonne sélection, d'accord? C'est plutôt en général bon signe. Ben, les grands terroirs de Bourgogne sont souvent sur le milieu de coteaux, Eh oui, oui. alors qu'en bas de coteaux ou en haut de coteaux, d'ailleurs on a les hautes côtes en Bourgogne, sont des terroirs généralement plus froids. Et le Exact. milieu de coteaux, c'est le cœur de la meule. Eh quoi. ouais, C'est vraiment le la prix de plus belle l'hectare partie. là-bas est plus cher au milieu qu'au-dessus ou en dessous. C'est intéressant, hein? Bon, bah écoutez, Allez, je pense que ce vin vous nous en appelle. doutez. Alors là déjà, la couleur un peu plus foncée, forcément Ouais. plus foncée, c'est dû à la Syrah qui est aussi un peu plus foncé. Et puis là, voilà, une belle expression de fruits, c'est déjà salivé là, hein. Ah, moi j'adore C'est ça. un nez qui est explosif. Moi j'aime beaucoup la Syrah, ça me plaît beaucoup parce que c'est vraiment un cépage assez épicé. J'aime beaucoup les épices avec beaucoup d'aromatiques, hein, vraiment c'est. Allez. Écoutez, encore une fois, un Saint-Joseph, je vais rentrer direct dans le vif du sujet, mais un Saint-Joseph à ce prix-là, avec cette qualité-là, le prix est de 10,50. 10,50. 10,50 un Saint-Joseph de cette qualité-là, et c'est bien pour ça que je l'ai sélectionné, parce que franchement, c'est déjà l'appellation Saint-Joseph est une appellation en général, on a du mal à trouver
minimum 12 peut-être, mais en général, hein, on est entre 15, 17 à 20 euros un Saint-Joseph. Là, on a 10 euros pour un bon Saint-Joseph avec une belle qualité. C'est franchement une pépite. Pour moi, c'est un bon petit rapport qualité-prix. Merci. Voilà pourquoi j'ai sélectionné. Et puis, encore une fois, une belle longueur en bouche. Ouais. Plein d'épices. Une belle salivation en fin de bouche. Belle On n'a pas la salivation, bouche, pâteuse. plein d'épices, plein de soleil. Et en même temps, c'est rond, il n'y a pas trop de tanin. Un tanin, pour rappel, encore une fois, la dernière fois, j'avais dit, c'est les côtés râpeux que vous avez un petit peu sur les côtés des joues. C'est la même chose que quand vous laissez un thé infuser trop longtemps. Il y a un côté un peu âpre, un peu sec, c'est la même chose, d'accord? Et là, pour le coup, il y en a un petit peu, c'est normal, avoir un peu de structure, mais en même temps, c'est pas trop puissant et donc on sent pas, c'est plutôt goulet yang. Hein, attention, on dit goulet yang avec un accent du sud, hein, sinon ça marche pas. Hein. Ok. Voilà, donc moi je le trouve très très sympa avec une belle longueur en bouche. Et là aussi, on a une petite partie du vin qui est passée en fût. En fût aussi. On le sent quasiment pas, ouais. Mais ça vient aussi polir et arrondir un peu les tanins. C'est ça. Encore une fois. Et lui amener une pointe de structure, mais ce qu'on a en bouche, on a bien ce côté épice qui ressort bien, typique de la Syrah, ces arômes de fruits noirs qui sont très présents. C'est délicieux. Alors, et là, c'est pas trop chaud, puisqu'on a mis la bouteille au frigidaire. Et oui, on peut mettre du vin rouge au frigo. Et oui, on en parlait juste tout à l'heure. Juste avant la dégustation. On en parlait tout à l'heure. Il ne faut pas avoir peur de descendre un peu la température des vins. Parce que on a tous fait l'expérience d'être dans le sud, d'aller dans un restaurant et en fait le vin est chaud parce qu'il est conservé peut-être à côté de la machine à café ou quelque chose comme ça. Et donc on nous sert le vin et en fait on a du mal à sentir les aromates du vin ou les arômes, etc. Parce qu'il n'y a que le côté alcooleux qui va ressortir et ce n'est pas agréable en fait. Donc il ne faut pas hésiter à descendre un peu la température du vin. De toute façon, même si vous le mettez un petit peu au frais et qu'il est un petit peu frais, la température, on en parlait tout à l'heure, remonte très très vite sur la table. Voilà. Et ce qui est intéressant justement là-dedans, et c'est un peu le jeu du vin, c'est que vous allez sentir un petit peu, vous allez goûter, voilà, il est peut-être un peu frais. Vous y revenez, vous mettez des tout petits verres, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre des verres d'assassin, mais vous pouvez mettre des verres tout simples, des tout petits verres, et puis revenez-y en fait, allez-y, repartez, refaites un petit tour. C'est pas grave, il n'y a aucun souci là-dessus. Et vous allez voir que le vin en fait va évoluer et vous allez sentir d'autres arômes qui vont arriver. Là, je sens un peu plus de réglisse, un peu plus d'épices, voilà. Et ça va vraiment changer le goût du vin. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui est la partie kiffante du vin en fait, hein, parce que du coup on découvre d'autres choses, on en parle, on en discute, on mange avec aussi. Alors du coup, je rebondis sur le sujet, on mange avec. On mange avec. Qu'est-ce que toi tu mangerais avec ? Alors, j'avais noté onglet de bœuf à l'échalote. C'est un plat relativement simple. Voilà, mais... un bon classique, mais une bonne viande rouge. Hein, pour moi, c'est sûr, il y a des épices, il ne faut pas avoir peur. Encore une fois, le jeu des accords mets et vins, une bonne viande assez forte, hein, du bœuf, quelque chose de cuit avec une bonne sauce. Moi, je verrais bien une sauce au poivre avec ça aussi. L'onglet, c'est une viande qui a de la mâche. Comme c'est un vin qui a de la texture, ça va bien s'associer. Exactement. On avait noté aussi, je crois que c'est toi qui l'avais noté, un filet de bœuf Wellington. Ah ouais. Ça m'a marqué parce que je fais la recette de temps en temps à la maison. Ah ouais. Et j'adore ça, moi. Bon filet de bœuf, c'est. Avec une duxelle de champignons et la croûte. En pâte, je ne sais pas, feuilletée, sans doute. Probablement, ou grillée, je sais plus. Bref. Mais moi j'adore ça. Un bon filet de bœuf avec un bon vin, mais moi je suis au paradis avec les copains, bien entendu. Mais c'est vrai que c'est vraiment, ça se marie parfaitement avec ça, je trouve. Et alors un petit accord audacieux. Un petit accord audacieux, alors, on a tous les deux pensé au dessert. Nous on avait mis tarte amandine à la figue. Oui. Toi, tu avais mis le délice de cacao à la framboise. Et voilà. Le chocolat avec la Syrah, c'est vrai que ça fonctionne bien. C'est ça. Donc, fruits rouges, alors il y a le côté chocolat, il y a aussi les fruits rouges, fruits noirs qu'on va retrouver aussi dans le vin. Et donc, du coup, c'est plutôt pas mal. Sachez que dans certains vins, parfois, on trouve le côté un peu cacao, en fait, hein, cacaoté, torréfié, etc. Et tout. Donc, ça se marie très, très bien avec le chocolat. Ça peut venir du fût, oui. Voilà. Faut pas avoir peur de ça et de tester des desserts avec des vins rouges comme celui-là où il y a des beaux arômes de fruits. Bien sûr. Voilà, la tarte à la figue, c'est ça, c'est tarte amandine à la tarte figue. amandine à la figue. Oui. Très bien avec ça. Après, effectivement, tarte framboise chocolat, moi j'adore aussi. Bon, pas de problème. Bon voilà. Alors à combien il est ce vin ? On est à
10,50 encore une fois 10,50, pour le rappeler. Et franchement, je Voilà. trouve que c'est une. Donc, un des 55 coups de cœur de l'âme du terroir. Voilà. Encore une fois, sans le savoir, je ne savais pas que c'était un coup de cœur de l'âme du terroir. Moi, j'ai fait ma petite sélection un peu dans mon coin et puis après, je suis revenu vers Patrick en disant j'ai sélectionné ça, ça, Super. ça. Voilà. On part sur Super. le dernier. Allez. Ouais. Hop. Alors là, j'aime beaucoup aussi celui-là. Tout simplement, pas que pour le vin, mais aussi parce qu'il y a toute une histoire derrière. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. Mais le nom est super sympa. L'étiquette l'est aussi. Ça s'appelle le masochiste. Pourquoi masochiste? On va en parler, mais parce que c'est sur un terroir, donc un sol de schiste. Sur en fait, une grosse plaque de schiste qui est dans le terroir de Faugères. Faugères, c'est dans le Languedoc. Ok? Je vous montre l'étiquette un tout petit peu plus près. Vous voyez un petit peu là? Ouais. Hop. Et donc très sympa, masochiste. Et c'est des vignobles Jean-Jean. On en a parlé la semaine dernière. Parce qu'on avait fait le blanc et le rosé des vignobles Jean-Jean. Voilà. Et là, pareil, c'est C'est un de leurs domaines. domaine de Fenouillet. Et c'est un de leurs domaines, encore une fois. Oups. Tiens, je te laisse. Oui, je vais servir Petite pendant technique. que Ouais. tu raccroches ton Je me micro. raccroche. Hop. Voilà. Tu fais des grands gestes. Voilà. Ouais, je suis très expressif, hein, côté italien. Ça. Donc voilà, domaine de Fenouillet, donc des vignobles Jean-Jean comme la dernière fois. Et on avait déjà parlé de toute leur politique de respect de l'environnement. Et d'ailleurs, ce domaine n'est pas encore biologique, mais il est en conversion. Vous vous rappelez, je vous l'avais expliqué la semaine dernière, on ne peut pas passer de raisonnée, d'une agriculture raisonnée, à une agriculture biologique comme ça. Il faut à peu près 4-5 ans éventuellement pour vraiment assainir un petit peu tout ça et bannir tous les traitements qu'il y a pu avoir pour arriver sur le label biologique. Donc là, il sera biologique, mais il est en traitement, il est en conversion vers le biologique. Voilà. L'année prochaine. Et l'année prochaine, 2021, j'étais en train de regarder effectivement, Oui. donc c'est ça, c'est du 2021. Et d'ailleurs, donc, il existe maintenant un petit logo qui est CAB, conversion à l'agriculture biologique, D'accord. qu'on voit par-ci par-là. On en a dans notre foire au vin d'ailleurs. La demande en vin bio étant très importante et certaines années Mère Nature Capricieuse. et capricieuse, mais on lui en fait voir aussi toutes les couleurs. C'est pas Et du coup, pour répondre à la demande de vin bio, il y a un logo qui existe, CAB, conversion vers l'agriculture biologique. Bah oui, Ben parce qu'il voilà. faut le temps que la vigne se fortifie en passant d'un traitement, de traitement conventionnel à des traitements bio. Mhm. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, et c'est pour ça, faut qu'on en parle un petit peu, c'est le masochiste, parce que donc le sol, et pour le coup, j'y suis allé à ce domaine à l'époque, et c'est vrai que c'est un très beau domaine. Déjà, il y a de l'altitude, Oui, 300 mètres. voilà, 300 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer, donc à côté donc à Faugères. Et en plus, il est sur une carrière de schiste en dessous. Le schiste, c'est intéressant pour la vigne. Pourquoi? Parce que en fait, le schiste va permettre une meilleure contact avec la surface du sol et va donner beaucoup de minéralité aussi Au vin. au vin. De la tension. Voilà, c'est un peu moins sensible que dans les sols un peu plus durs, hein, parce qu'il passe vraiment entre les fissures. Et puis quoi d'autre Puis ça donne des vins très expressifs. Voilà, très Étendu. expressif. Ça révèle. Alors l'altitude et le schiste révèlent souvent beaucoup de fraîcheur dans les vins. Ouais. Et pour éviter justement d'avoir des vins lourds, là, le terroir d'altitude renvoie beaucoup de fraîcheur. C'est-à-dire qu'en le dégustant, on a cette acidité. La fraîcheur, c'est l'acidité. Ça évite la lourdeur. C'est pas trop puissant et trop alcooleux. Vous voyez ce qu'on veut dire? Ouais. C'est pas trop. On sent le truc. Oula, on en boit un, mais c'est magique et c'est tragique. Voilà. Donc là, pour le coup, vous allez voir. Et là, juste pour parler de 5 minutes donc des types de raisins qui sont dedans, les cépages, on a Du Carignan. du Carignan, qui est un cépage typique du sud, Carignan, d'ailleurs on dit dans le sud, du Carignan. On a forcément Le Grenache. Grenache, qui s'associe d'ailleurs très bien avec le schiste, c'est vraiment un des accords qui est très très bien. Grenache va donner un côté bien fruité, très très fruit. Et on a, ce qu'on avait tout à l'heure, la Syrah. Voilà. Qui Mais va qui là aussi, n'est qu'un tiers. c'est un tiers, effectivement. Un tiers de De Syrah. Donc voilà, un peu d'épices et tout ça. Et tout ça mélangé, les amis, c'est une bombe aussi, croyez-moi. Alors là, la couleur un peu plus foncée. On le sent. Et puis là, voilà, là, il y a plein de choses. Ça, c'est Il y a intéressant. plein de choses.
On a de l'épice, on a ce côté schiste, ce côté terroir qui ressort. Tout à fait. Moi, j'adore sur ce vin. Si vous avez l'occasion de l'acheter, de le goûter un jour, vous fermez les yeux, vous faites avec le vin comme ça, et vous fermez les yeux et vous sentez. Vous allez voir, c'est pas du vin que j'ai devant moi là. Je sens une petite grappe de fruits, je sens une salade de fruits, je sens aussi un peu d'épices. Voilà, c'est beaucoup de choses comme ça qui s'expriment et c'est super, super intéressant. Vraiment. Allez. Alors moi j'adore. Une longueur en bouche qui est très très bonne, on sent encore. On a beaucoup de mal à le recracher. Ah ouais, on a du mal. Hein. C'est une bombe aromatique. Ah, c'est très très bon, il y a vraiment, tout est complet et moi c'est vraiment le mot de ce vin, c'est que c'est un vin parfaitement équilibré et complet. Il y a tout ce qu'on veut dans le vin. Il y a du fruit, il y a un peu d'épices, il y a légèrement du tanin, il y a un petit peu d'acidité, ce qui fait qu'il y a de la fraîcheur. Enfin, vraiment il est complet ce vin, c'est vraiment pour moi le mot complet. Ouais, tu l'as bien résumé, il y a un très bel équilibre, il y a de la puissance, on est dans le Languedoc, la structure aussi qui vient du schiste et l'altitude qui amène cette fraîcheur. On est vraiment sur une belle bouteille. La conversion vers le bio est pour l'instant, il est en HVE3. Donc avec HVE, haute valeur environnementale, voilà. Je le redis. C'est un peu la conversion vers le biologique, encore une fois. C'est le respect de l'environnement et de la biodiversité. C'est en effet un pas vers la conversion en bio. Alors, je suis un peu partagé sur ce vin parce que du coup, je me dis qu'on peut aussi bien le prendre en apéritif finalement, avec encore une fois des petites planches de charcuterie, fromage, et en même temps sur des plats un peu plus raffinés. Entre guillemets, il suffit à lui-même parce que justement, il y a ce côté complet et fruité qui est vraiment la carte d'identité du vin. Donc là, comme ça, quasi seul dans un buffet, un cocktail dinatoire, comme tu le disais, avec des planches, ça va hyper bien. Et puis, il y a quand même de la structure, de l'épice. Moi, j'avais pensé à un accord, un gigot d'agneau de 7 heures, parce que je trouve que, déjà, l'agneau est une viande forte, mais ça ira bien avec la puissance du vin. Et puis, je vois bien le contraste entre le confit de la viande et le côté tonique du vin. C'est vrai. Je vois bien l'équilibre entre les deux. C'est tout à fait, effectivement. Moi, je serais parti sur effectivement des viandes fortes, quoi qu'il arrive. Il y a filet de bœuf Roquefort, je ne sais plus si c'est toi ou moi qui l'avais noté. Je pense que c'est toi. Je crois que c'est moi, filet de bœuf Roquefort, effectivement, avec quelque chose d'assez fort, quoi qu'il arrive. Mais vous avez remarqué que j'aime le filet de bœuf, ça c'est sûr. Mais avec le Roquefort aussi, ça peut être sympa. Souvent, quand on mange du fromage, parfois il y a des petites grappes de fruits rouges en fait, qui peuvent être sympas d'accorder. Et donc là aussi, avec les fruits rouges qui sont dans le vin, ça peut bien se marier avec le côté un peu Roquefort. En audace, qu'est-ce que tu mettrais? J'ai noté une poêlée de fraises au poivre de Séchouan et au basilic. Basilic pour aller avec la fraîcheur du vin, le poivre de Séchouan avec le côté épicé du vin. Et donc c'est une recette qu'on retrouve en vidéo sur notre site, en plus, qui a été filmée dans un de nos magasins. Et toi, tu avais noté un sorbet à la fraise. Et ben voilà, sorbet à la fraise, encore une fois la fraise. Alors la fraise, petit aparté, je le fais régulièrement dans mes soirées dégustation. Si vous avez l'occasion de goûter, mais vraiment, de goûter un vin rouge avec de la fraise, c'est une bombe aromatique, vraiment. Pourquoi? Parce que la fraise va vraiment peut-être un petit peu calmer un peu le vin en fait. C'est vraiment, quand un vin part un peu dans tous les sens, là ça va vraiment le calmer. Et tous les fruits rouges, fruits noirs vont vraiment ressortir et éclater en bouche. C'est délicieux. Et donc je pense qu'effectivement, que ce soit un sorbet à la fraise ou une poêlée de fraises avec du basilic, avec ce vin-là, c'est magnifique. Vraiment, ça peut être un accord mets-vin. Déjà, vous pouvez surprendre par l'étiquette, encore une fois, qui est assez sympa, ma masochiste, donc un petit jeu de mots assez sympa, assez rigolo. Il y a une histoire sur le terroir, donc ça c'est intéressant aussi. Vous allez surprendre aussi, pourquoi? Parce que on n'a pas l'impression que c'est un Faugère, on a l'impression que Faugère c'est un peu décrié encore une fois aussi, on se dira c'est des vins très puissants, assez forts, etc. Mais là encore une fois, la combinaison de l'altitude
et du schiste fait qu'il y a vraiment un truc quelque chose qui se passe en fait, hein, qui n'est pas trop puissant et il est complet vraiment dans tout. Moi j'aime beaucoup ce vin parce qu'il est complet, incroyablement complet. Et, on peut le servir un peu plus frais. Et on peut le servir aussi. Pas trop, mais un peu. Parce qu'il y a l'aromatique qui arrive au départ. Et puis on le laisse évoluer en température, prendre un peu d'air. Moi j'adore faire ça. Je sors les vins de la cave, bon, ils sont encore un peu frais. Et puis le premier nez, la première bouche, le vin est un peu étriqué. Et puis petit à petit, il s'ouvre. Les arômes, comme tu le disais, les arômes arrivent. Et là, notamment, le côté épicé et fruité va se découvrir au fur et à mesure de la prise de température et de l'aération. Tout à fait. Alors, c'est aussi, s'il y a les copains qui arrivent au dernier moment et que la cave est un peu fraîche, c'est aussi un vin qu'on peut mettre en carafe. Oui, alors justement, pour entre guillemets terminer, pour ne pas vous embêter plus longtemps que ça, mais j'espère que ce n'est pas le cas, les vins qu'il faut carafer ou pas. Ces 3 vins-là, contrairement à ce qui est assez connu, à l'adage assez connu, on peut les carafer. Pourquoi ? Parce que ce sont des vins assez jeunes. Et vin jeune, c'est quoi ? C'est, on va dire, moins de 10 ans, hein, moins de 7 ans, peut-être 6 ans, 7 ans. Et pour faire une petite comparaison qui est assez simple, mais assez parlante, on va dire que les vins jeunes sont un peu comme des jeunes garçons. Ils ont besoin d'être un peu brusqués, d'être un peu mouvementés pour que vraiment ils s'expriment. Hein. Donc, il faut les pousser, quoi. Allez, mon grand. Alors que les vins plutôt âgés, c'est un peu comme des personnes âgées pour le coup. Et là, il faut faire attention à les respecter un petit peu. Alors, ils ont plein de choses à nous apprendre, mais il ne faut pas les brusquer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, du coup, c'est un peu ça. Les vins âgés, on peut les carafer, mais mon conseil là-dessus, c'est de ne pas forcément les carafer. Juste de les remettre droites une journée à l'avance, parce que sinon, vous allez avoir plein de dépôts. Hein. Vous avez déjà eu le coup d'avoir des dépôts quand vous servez dans le verre. Donc, de les remettre droites une journée à l'avance pour que les dépôts retournent dans le fond. Et 3-4 heures à l'avance, l'ouvrir. Mais pas forcément de le carafer. Parce que si vous le carafez, vous allez remélanger encore une fois tout ce qu'il y a dans la bouteille, les dépôts, etc. Mis à part si vous avez un petit filtre, un petit chinois, qui est un pléonasme. Bon, bref, une petite blague, soit en passant. Mais en soi, à part si vous avez un petit filtre, vous allez mélanger vraiment tout le vin. Et c'est un peu dommage parce que dans les anciennes bouteilles de vin, le meilleur, enfin les vins âgés qui ont 10 ans au moins, c'est vraiment entre là et là. Vous voyez un petit peu ? Et vous allez voir que plus vous allez servir, comme je vous disais, plus vous allez servir le vin des petits verres, hein, vous n'êtes pas obligé encore une fois. Et vous allez découvrir d'autres saveurs et ça va se réveiller au fur et à mesure. Ah bah tiens, vous avez vu, il a déjà évolué, tiens, t'as senti, etc., etc. Et c'est ça, encore une fois, la magie du vin. D'accord ? Et donc ces 3 vins-là, on peut les carafer, on peut les mouvementer, etc. parce que ce sont des vins jeunes. Hein ? Puis les vieux vins aujourd'hui avec des verres qui sont assez grands. Le verre est suffisamment grand pour que l'aération se fasse naturellement. Voilà. Pas trop puissante en fait. Hein. Encore une fois, c'est ça. Hein, parce que les carafes, si on met tout d'un seul coup, ça met un coup d'oxygène. Et en fait, l'oxygène sur les vieux vins va les abîmer. Hein. Encore une fois, je vous dis, vous les brusquez. Ils n'aiment pas trop être brusqués alors qu'ils ont plein de choses à nous apprendre. Et la carafe, on peut le carafer au dernier moment. On n'est pas non plus obligé parce que comme la surface en contact avec l'air est importante, on n'est pas obligé de le carafer 3 heures avant. Voilà, petit conseil. On a oublié de dire le prix de celui-là. 7,49 €. 7,49 €. Honnêtement, c'est donné. Hein. C'est plutôt sympa pour un vin qui va arriver plaisir, en bio, mise en bouteille à la propriété, etc., au domaine. Une belle découverte. C'est une très belle découverte. Et encore une fois, on en a parlé la dernière fois sur toute la mentalité des vignobles Jean-Jean. Et c'est vraiment des gens que je salue au passage et qui font de très très belles choses. Précurseurs de la qualité et de l'environnement. Exactement. Voilà messieurs, dames, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer à Match. Patrick et moi, on fera un plaisir d'y répondre. Avec plaisir. Et on espère que ça vous a plu, hein, que vous avez passé un bon moment avec nous sur ces 2 sessions et qu'on a pu vous aider à vous orienter un petit peu sur différents conseils sur les vins et puis bien entendu sur différentes petites pépites que j'ai pu sélectionner pour vous. En tout cas, moi je me suis régalé sur ça. Et un grand merci Patrick. Merci Charles de tes explications, de tes conseils et puis de ces trouvailles. C'est très sympa. Avec grand plaisir. Voilà les amis, à bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt, au revoir.